décès, dit impôt, dit aussi impôt au décès. Nous sommes là pour régler tout ça. Je me présente, mon nom est Kevin Etier. Laissez-moi présenter mes collègues Isabelle Miller ainsi que Megan Saint-Yves. Nous sommes à Firmamic. Nous sommes non seulement là afin de minimiser votre impôt au point de vue personnel, mais aussi au point de vue professionnel. Donc, si on y va avec le mandat de la journée, Juste diaporama. Ah, d'abord, non, je sais pas lequel. Donc, probablement, ça va être de calculer l'impôt au décès suite au décès de votre mari et aussi les impacts fiscaux liés au décès et tout ce qui arrive avec sa société. Donc, l'ordre du jour, première des choses, ça va être de calculer l'impôt au décès. Deuxièmement, on va parler de la déduction en gain de capital qui va aller chercher une grande économie d'impôt au point de vue des actions. Troisièmement, la SENC ainsi que les deux offres d'achat. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Vers quoi il faut aller? Quatrième point, est-ce qu'il faut créer une fiducie ou il faut y aller d'une autre façon pour permettre à votre petit-fils les études? Dernièrement, un récapitulatif sur les points qu'on a amenés ainsi qu'une conclusion. Ici, pour M. Pelletier, j'ai calculé le revenu en fait de la déclaration 2015. Dans le fond, vu qu'on était rendu le 15 janvier, on avait une déclaration à faire pour le mois de mars. Donc, si je vous ai fait le calcul du revenu, c'est tous les revenus que monsieur a eus dans l'année courante, ainsi que les crédits et ainsi que l'impôt à payer. Donc, l'impôt à payer pour 2015 s'élèverait à 32 267 $. Ça inclut son revenu d'entreprise, le revenu de location, moins les intérêts de l'hypothèque. Vu que c'est une hypothèque pour un immeuble locatif, les intérêts sont déductibles au sens de la loi fiscale. Ensuite de ça, j'ai calculé les différents impôts. J'ai calculé les différents impôts, Canada-Québec, ce qui nous donnait un montant de 41 375. Ensuite de ça, nous avons l'abattement du Québec de 16,5 de ce montant-ci et les crédits de base et crédits de base pour emploi canadien, ce qui nous donnait notre impôt. Ensuite de ça, pour M. Pelletier, en fait, excusez-moi, il y a une petite faute ici, pour l'impôt de janvier 2016, pour son revenu, en fait, il fallait aller calculer pour la déclaration principale les 15 premiers jours de l'année, vu que M. Pelletier était bien vivant. Donc, ici, on a un revenu d'entreprise que je me suis basée sur le 95 000 divisé sur 365 jours, multiplié par 15 jours. Donc, ici, ça nous donnait aussi un revenu d'intérêt. J'ai fait la même chose pour les obligations, 3 000 $ d'intérêt, divisé sur 365 jours, multiplié par 15. Ça nous donne le revenu ici. Ensuite de ça, les gains suite au décès de monsieur. Ici, on avait le chalet qui va être exonéré parce qu'on a pris l'exonération pour la résidence principale. Les détails vont s'en suivre. Ensuite de ça, on a le REER, en fait, qui est légué à sa fille au 1 tiers à la juste valeur marchande. Ça va engendrer un gain de 16 825 imposables. Nous y allons avec les crédits de base comme la dernière fois. Et le revenu imposable devient 36 135 pour un impôt à payer de 9 354 $. Ensuite de ça, quand on a un décès, on a la possibilité d'aller chercher des déclarations distinctes. Ici, j'ai déclaré une déclaration distincte de biens parce qu'on avait des dividendes qui avaient été déclarés mais non payés. Donc ça ici, ça va entrer dans la déclaration distincte de décès. Ça nous permet d'aller chercher l'allègement des certains paliers d'impôts, d'aller rechercher l'abattement du Québec et d'aller chercher les crédits de base et les crédits pour dividendes. Donc ici, le calcul est bien étalé. C'est la même chose que tantôt. C'est le revenu de dividende, le revenu d'intérêt, qui est un revenu imposable. Vous avez droit au crédit de base, au crédit pour dividende, et ça vous donne un impôt à payer de 951 $. Par la suite, comme ma collègue l'a dit, on vient sur le chalet et la maison principale. On va léguer le chalet à sa fille et on a réparti, il y a une déduction en fait au niveau fiscal qui nous permet de désigner soit notre chalet ou notre résidence principale comme résidence principale, même si on n'habite pas tout le temps là. C'est juste qu'on doit désigner une résidence par année. Donc, pour le chalet, pour sauver le gain en capital, puisqu'on lègue à sa fille, à votre agent, on a désigné de 2001 à 2016 comme résidence principale, puisqu'on a une année de boni qu'on peut prendre. Donc, ça fait les 17 ans au total. Donc, il n'y aurait pas de gain en capital à comptabiliser sur le chalet. Puis, pour la résidence principale, on pourrait aller chercher 7 ans. Mais comme ici, c'est légué à Martine, c'est un roulement, donc il n'y a pas d'impact au niveau fiscal. Maintenant, pour la déduction en gain de capital, on sait que vous avez des actions dans la société Picule que votre conjoint avait, donc ont été transférées à vous. Habituellement, on réalise un gain de capital là-dessus. On
a une façon d'exonérer ce gain en capital-là, c'est une déduction pour gain en capital. Donc, l'achat de valeur marchande de ces actions-là est de 125 000 tandis que le coût en est de 45 000 c'est un gain en capital actuellement de 80 000 Comme je vous mentionnais, la déduction pour gain en capital, qu'est-ce que ça permet? Si vous avez des actions admissibles au titre de petite entreprise, vous pouvez aller chercher une économie d'impôt substantielle, mais vous avez 3 critères à respecter. Premier des critères, est-ce que la compagnie est une SPCC, Société privée sous contrôle canadien? Oui, c'en est une. Deuxièmement, il faut que dans les 2 dernières années, il faut que votre conjoint ait détenu les actions. C'est le cas aussi. Même chose pour les actifs. Il faut que les 50% ou plus des actifs à l'achat de valeur marchande doivent avoir été utilisés activement afin de gagner du revenu d'entreprise au Canada. C'est le cas. Là où souvent ça l'achat, c'est le fameux test du 90% à la disposition. Il faut que ça soit la même chose que 50%, mais que ce soit un 90% au moment de la disposition, c'est-à-dire à la mort de votre père. Et lorsque le test a été passé, on donne 95%, donc c'est des AAPE, actions admissibles à titre de petite entreprise. Donc, qu'est-ce que ça fait? Comme on dit, les actifs ont été utilisés à 95%. Vous êtes admissible à la déduction pour gain en capital, qui est une déduction de 813 600 accordée tout au long de votre vie. Ça donne une économie d'impôt substantielle, comme que je mentionnais, 25% en réalité. Donc, vous avez une économie d'impôt nette dans vos poches de 20 000 Par la suite, quand on vient pour la société en nom collectif de votre père, dans laquelle il a travaillé toute sa vie, vous avez reçu 2 différentes offres d'un très bon employé qui a fait ses preuves au fil des années. La première offre consiste à ce qu'il verserait un montant de 550 000 directement à l'achat cette année. Il y aurait des avantages à accepter cette offre-là parce que ça vous donnerait des liquidités directement pour payer soit vos dettes ou juste pour partir sur de nouveaux projets. Puis, il y aurait des inconvénients parce que vous pourriez obtenir justement un montant plus substantiel à long terme avec l'offre numéro 2. Donc, si on voit les liquidités, les montants qui vous seraient versés, donc dans les 3 prochaines années, il y aurait un montant de 10 du chiffre d'affaires qui vous reviendrait. C'est sûr qu'il y aurait une diminution du chiffre d'affaires, donc on en a tenu compte dans nos montants versés. Puis, vous auriez un montant final de 500 000 la 5e année. On a actualisé ces montants-là à 2 pour tenir compte de l'inflation, ce qui vous ferait un montant de 585 000 au total à la fin, à diviser entre vous deux. Puis, il y a l'option, l'option 3, c'est qu'on veut quand même vous laisser la possibilité à Jeanne. Je sais que vous avez dit que vous n'avez jamais envisagé de continuer dans la société. C'est sûr que ce serait quelque chose que vous pourriez y réfléchir parce que ça fait un revenu justement quand même un bon salaire là, qui pourrait tourner entre 80 000 et 95 000 comme le salaire que votre père se versait. Ça vous assure une stabilité financière parce que justement, comme je dis, il y a des bons avantages à être propriétaire d'une compagnie. Puis, ça permet de satisfaire la volonté de votre père qui était de vous voir mettre des efforts puis vous joindre justement à la compagnie qu'il a montée lui-même avec ses 2 amis. Puis, les désavantages, c'est sûr que vous ne l'avez peut-être pas envisagé, vous avez peut-être d'autres projets de partir, de trouver un emploi ailleurs, de ne pas être propriétaire de votre société. Puis, c'est sûr que vous n'avez pas des liquidités importantes immédiates puisque justement le montant de 500 000 est impressionnant dans 5 ans. Vous auriez un 45 000, vous auriez votre salaire sur annuel pour pallier aux différentes fluctuations d'argent que vous auriez besoin. C'est sûr que si vous continuez de vous décider justement de participer à cette société-là, on vous recommande de l'incorporer. Présentement, vous êtes une société en nom collectif. Donc, si votre société contracte des dettes, les créanciers peuvent aller chercher justement les actifs, se servir dans vos actifs à vous. L'incorporation, ça permet justement de séparer les deux, de créer une entité distincte. Donc, si vous avez des dettes, vous allez devoir les rembourser avec les actifs de la société, mais ça ne viendra pas chercher vos biens personnels. Puis, ça permet, justement, en général, c'est ce que ça permet. Maintenant, vous avez parlé d'une fiducie possible pour votre petite fille, afin de... Votre fille, pardon, veut intégrer une fiducie afin de payer les études de votre fille. Quels sont les avantages d'une fiducie? Première des choses, ça peut protéger vos biens. C'est une entité qui est distincte, donc les biens sont protégés à l'intérieur de la fiducie. Deuxièmement, on peut faire un fractionnement de revenus avec les revenus qu'on a dans la fiducie afin d'attribuer à tous les bénéficiaires. Si on a des actions d'une société par action, on peut multiplier la déduction pour gain en capital lorsqu'elle a des dispositions des actions. Aussi, la fiducie est rédigée selon vous, selon vos choix, selon la charte. On a eu un cas particulier une fois
une mère, une femme avait perdu son mari, la charte disait que si elle se mariait avec quelqu'un d'autre, elle perdait tous mes avoirs. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a tout perdu ses avoirs sans le savoir. Donc, selon la charte, c'est elle qui va dicter la fiducie, donc il faut qu'elle soit très bien rédigée pour se vivre elle-même. Ça doit être des personnes de confiance. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est dans la famille, qui ait un préjugé, qui soit subjectif. Même chose pour un associé du travail qui a des buts, des intérêts envers le travail et envers ses parts dans la société, en nom collectif, comme c'est l'exemple ici. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est que Jason, qui est votre genre, c'est pas un bon choix en tant que tel. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une famille, il n'est pas trop non plus connaisseur d'une fiducie en tant que tel. Donc, ce ne sera pas le bon choix en tant que tel pour procéder au fonctionnement et à la création d'une fiducie. Aussi, il y a l'impôt sur les revenus qui n'est pas intéressant. Pourquoi je dis ça? C'est les revenus en termes d'études de vos enfants, c'est ce qui vous préoccupe le plus. Donc, ce n'est pas un choix qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Ce serait un régime enregistré d'épargne d'études qui offre des crédits d'impôt assez substantiels. Le régime d'épargne d'études, c'est un régime qui fait que le gouvernement va contribuer justement pour encourager les enfants ou les parents à investir dans les études de leurs enfants. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez investir jusqu'à 1 000 $. Bien, en fait, c'est le montant qui serait le plus avantageux puisque le gouvernement va participer jusqu'à 500 $. Normalement, si vous mettez un 200 $, il va contribuer à 100 $, jusqu'à concurrence maximale de 500 $ par année. Donc, ce qu'on vous suggère justement, c'est de 13 à 16 ans d'investir dans un régime de cette sorte. Comme on peut le voir ici, vous investiriez 1 000 $ par année et durant la 16e année, vous investiriez un montant de 333 $. Le gouvernement, ce qu'il va faire, lui, il va donner une participation annuelle de 500 $, comme je disais, vu que c'était le montant maximum, par année, et 167 $ la dernière année. Ça va vous faire un total de 20 000 à l'âge de 16 ans, qui est le montant maximum pouvant être mis dans un régime d'épargne pour les études de votre enfant. C'est sûr qu'au niveau fiscal, c'est plus avantageux qu'une fiducie, parce que c'est vraiment un régime fait pour le but que vous aviez de mettre l'argent dans la fiducie. Puis en plus, ça permet d'aller chercher gratuitement de l'argent de la part du gouvernement. Et ça vous sauverait tous les frais reliés justement au maintien d'une fiducie et les frais qui prennent quoi si vous retirez l'argent dans les 18 ans de votre fille. Donc ici, je vais vous parler de la succession des biens. On avait certains biens qui allaient devenir les biens de Madame Jeanne et Madame, votre femme, dans le fond, Martine. Vous, Martine. Ici, comment ça fonctionne? Quand c'est un roulement au conjoint, c'est un roulement, il n'y a aucun impact fiscal qui va être pour l'année en cours. Parce que dans le fond, quand que vous allez céder ces biens-là, à ce moment-là, il va y avoir un impact fiscal. Donc, les acquisitions ici vont se faire au coût indiqué. Donc, les coûts que j'ai inscrits ici, la maison est à 244 000 malgré sa juste valeur plus élevée. Le chalet, pour Jeanne, en fait, ça va être à la juste valeur marchande. Ici, quand c'est une succession à un enfant, c'est à la juste valeur marchande, désolé. La même chose pour les REER, en fait, c'est 98 849 $ pour mademoiselle et 197 699 pour vous. Ensuite de ça, les obligations, ça va être à 100 000 $. Le véhicule, il va être légué à 95 000 $ malgré l'offre de 35 000 $. Le terrain, 40 000 $. Les actions, chacune ici de Jones et Picule, 35 000 et 45 000. Pour Jeanne ici, j'avais une petite question concernant le REER. 30 000 $ qu'elle voulait retirer pour un revenu pour aller payer les dettes. En fait, ça va être... si vous retirez 30 000 $, il va falloir imposer ce 30 000 $ là dans les revenus. Donc, c'est ici que vous allez payer de l'impôt à la fin de l'année avec plusieurs paliers. Donc, de cette façon, c'est peut-être un peu moins bien vu, mais on pourrait essayer d'y aller d'une autre façon si on voudrait. Ensuite de ça, pour la liquidation, si jamais on vend construit tout ou si on reprend construit tout. Donc ici, on avait les encaisses. L'assurance vie, c'est non imposable. Donc, vous allez avoir une liquidité de 100 000 $. Le véhicule, c'est 35 000 $ d'achat.
Donc, si vous la vendez, vous allez avoir 35 000 d'achats. Je sais que vous faites une perte, mais vu que c'est un bien à usage personnel et que c'est une perte, dans le fond, quand c'est une perte sur un bien usage personnel, c'est pas déductible contre des gains que vous allez faire. Donc, il va falloir laisser aller cette perte-là. Ensuite de ça, pour la vente de véhicules, ça va être à 125 000 $. La vente de construit tout, en fait, c'est la moitié de la vente, c'est 22 500 $. Ça vous donne un total de 292 500 $ avec la vente et 270 $ sans la vente. Ensuite de ça, on a certains passifs à aller payer. On a l'hypothèque du chalet de 205 000 $, la carte de crédit de 1 250 $ et on a aussi les frais funèbres à payer de 25 000 $. Donc ça ici, c'est tous les passifs que j'ai inclus dans le 231 250 $. On enlève ça ici, on va enlever les impôts qu'on avait à payer. C'est les 3 totaux que je vous ai décrits plus tôt. C'est 32 798 $ d'impôts à payer au total. Ça vous fait une liquidité finale, si vous vendez construit tout, 28 452 $. Et si jamais vous reprenez construit tout, que vous ne le vendez pas, 5 952 $. Ici, je dois vous dire que je n'ai pas inclus la vente du terrain. En fait, parce que vous l'acquérez au coût indiqué, qui est de 40 000 $ et vous êtes prête à le laisser aller pour 37 000 $. Moi, je vous conseille de le garder et d'aller peut-être voir si vous ne pourriez pas avoir une offre supérieure parce que la juste valeur marchande est évaluée à 45 000 $. Donc, ça serait perdre un petit peu d'argent ici pour juste y aller plus vite. Si vous êtes capable d'attendre, on va pouvoir aller magasiner un acheteur, attendre un acheteur, puis on va pouvoir faire un gain plus élevé. Ensuite de ça, j'avais des petits conseils fiscaux pour votre entreprise. Vous m'avez parlé de certains points. Dans le fond, il y avait une automobile utilisée par Tom ici. Monsieur Tom utilise l'automobile à plus de 50% pour affaires. Donc, il va y avoir une inclusion d'un avantage fiscal pour les 40% de kilomètres sur 60 000. Ça donnait 24 000 kilomètres. Dans le fond, le petit calcul qui est à faire fiscalement, c'est d'avoir les kilomètres personnels sur un montant fixe qui est déclaré par l'impôt de 20 004. Quand c'est plus élevé que 20 004, ça va être réputé être 1, malheureusement. Donc ici, on a 1, multiplié par le 2 tiers, multiplié par les frais de location du véhicule, qui étaient de 1 500 $ par mois. Donc ça vous donnait un total de 18 000 $. Ce revenu-là ici, c'est 12 000 $ à inclure au T4 de M. Tom, malheureusement, parce qu'il y a des kilomètres qui sont faits pour des fins personnelles. Ensuite de ça, pour les congrès, c'est bien les congrès, il n'y a aucune objection à ça. C'est juste qu'il faut faire attention, c'est 2 congrès par année que la loi fiscale autorise par secteur d'activité. Donc, si c'est des congrès différents, de différents secteurs, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème non plus à pouvoir déduire ces frais-là de l'entreprise, mais il faudrait faire attention pour pas que ça soit trop exagéré. Ensuite de ça, il y avait une perte sur un portefeuille financier. J'avais 200 000 et 300 000, je crois. Ici, vous disiez que les actionnaires voulaient reporter cette perte-là. Ça va être possible. Ça va être une perte reportable de 3 ans dans le passé ou de 20 ans dans le futur. Ensuite de ça, il y a un avion qui a été acheté pour justement aller voir des contrats plus éloignés. Les frais engendrés pour les femmes vont devoir être assumés par les employés. Donc, c'est bien important que ça fonctionne comme pour les congrès. Les congrès, les femmes viennent, mais c'est aux frais des employés. Ça va être la même chose pour les contrats qu'on va voir en avion. Si jamais ils vont pêcher, vous déduisez ça dans les impôts de la compagnie, mais c'est sûr qu'il va y avoir un petit hic à quelque part ici. Et ensuite de ça, j'ai un petit conseil fiscal pour Jeanne, en fait, pour l'hypothèque. Dans le fond, vous allez revoir le chalet. Vous pourriez aller hypothéquer le chalet pour payer la maison. Vous enlevez la maison parce que ce n'est pas des intérêts déductibles. Et comme vous allez pouvoir faire un revenu de location avec le chalet, qui est en Floride, vous allez pouvoir déduire les intérêts de l'hypothèque du chalet. Donc, ça devient assez intéressant. On a des intérêts pareils, mais ils sont déductibles dans votre impôt. Donc, un petit récapitulatif. Première des choses, l'option d'achat pour la société en collectif. Option numéro 2, on prend 10 % du chiffre d'affaires et 500 000 à la 5e année. Deuxième des choses, l'impôt décès en ayant l'assurance vie, en vendant vos actions, vous allez avoir les liquidités nécessaires afin de payer l'impôt décès de votre mari ainsi que ses dettes personnelles. Troisièmement, pour le régime enregistré d'épargne études, on a des crédits d'impôt substantiels, on paye assez d'impôts, ça ne sera pas un luxe d'aller en chercher au gouvernement,
les intérêts, transférer l'hypothèque pour avoir des intérêts déductibles. Nous sommes notre firme vie, nous sommes maintenant très dispo à répondre à vos questions. Merci. Première question. Comme exécuteur testamentaire, en fait, on a des exigences légales. Puis là, je n'ai pas senti, vous en avez parlé beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je dois absolument faire attention avant de distribuer les biens, là? Il faut absolument que les hypothèques soient payées. Il faut que les passifs soient payés sur les biens qui vont devoir être donnés. Comme j'ai mentionné plus tôt, on a enlevé les passifs. C'est donc là, à ce moment-là, que vous allez payer l'hypothèque du chalet, qui est un passif, dans le fond, de ce bien-là, pour qu'il soit légué en toute légalité à mademoiselle. OK. Puis, pour produire les déclarations d'impôts, tout ça, y a-t-il des délais à respecter? Puis, quelles sont les exigences en matière, justement, de préparation des déclarations d'impôts? Oui, en fait, pour votre déclaration, la déclaration 2015, ça va être la déclaration régulière. Donc, vous allez pouvoir le faire au 30 avril. Ensuite, pour les autres déclarations, habituellement, c'est 1 an après le décès ou 90 jours après la demande de cotisation d'impôt. Donc, si la demande de cotisation d'impôt va être plus loin, ça va prendre le plus long délai. Donc, ça va vous donner environ 1 an et 4 mois de délai pour la déclaration. Principale. Oui. Pour la déclaration de biens, en fait, ça va être 1 an après le décès. Puis c'est 6 mois après la déclaration, la demande de déclaration. Vous m'avez suggéré d'incorporer peut-être la SNC. Vous m'avez parlé d'avantages au niveau du patrimoine distinct. Y aurait-il des avantages aussi au niveau fiscal d'une telle stratégie? Oui, bien c'est sûr qu'en fait, dans une société en nom collectif, le revenu que vous faites, c'est directement imposé comme un revenu particulier. Tandis que quand on a incorporé, les taux d'impôt descendent, diminuent, puisque là, on a le droit d'aller chercher les avantages d'une petite entreprise, d'une PME. Donc, les taux sont plus bas. OK. Au niveau des REER, je n'ai pas trop compris. Dans le fond, vous avez dit que ce qui était transféré à Jeanne, ça équivalait à peu près à 98 000 $. Puis dans la déclaration d'impôt, vous avez déclaré 16 000 $. C'est quoi En le fait, lien? c'est le 98 000 $. Il avait été. C'était dans le fond le 98 000 $. Je ne sais pas si je peux revenir à la diapo, si vous me le permettez. Donc, ici, c'est en fait, je crois qu'il y a juste eu une erreur qui s'est peut-être glissée. C'est dans le fond, c'est le 98 000 $. Mais non, en fait, c'est vraiment ça. C'est, en fait, il faut prendre la juste valeur. Bien, en fait, le gain en capital qui va être fait par monsieur, donc la valeur de cotisation moins le gain que monsieur va léguer. Donc, c'est vraiment sur le 1/3 de la juste valeur. La plus-value entre les deux. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, ce montant-là est divisé en deux parce que c'est un gain en capital imposable ici. Donc, quand c'est un gain en capital imposable, on prend le gain en capital, on le multiplie par 50 % et c'est ce montant-là ici. OK. Qu'un retrait REER, c'est du gain en capital, taxable à 50 %. Puis là, vous considérez juste la part de Jeanne, c'est ça? La part qui a été transférée à la conjointe, c'est pas... Bien, en fait, la part qui est transférée à la conjointe, c'est un roulement, donc il va être roulé dans son REER à madame. OK. Puis si je vous disais, dans le fond, que le chalet ne pouvait pas donner droit à l'exemption pour résidence principale, c'est-à-dire ce que je cherche à faire, en fait, c'est d'augmenter l'impôt. S'il y avait... Parce que l'impôt de 10 000 me semble nettement insuffisant par rapport à... Mais ça ici, c'est juste pour le mois de janvier, les 15 jours de janvier 2016. OK. C'est ça ici. Dans le fond, il y a l'autre impôt avant, que ça, c'est l'impôt pour l'année 2015 complète. OK. Donc, c'est ici qu'on va payer un peu plus d'impôts. Et ici, ben, dans le fond, on a l'exonération du chalet qu'on a pris pour résidence principale, puis on a le REER. Parfait. Si j'ai encore du temps. Qu'est-ce qu'il y en a de la participation dans Construit Tout? La société en nom collectif? Ben, en fait, c'était peut-être pas assez clair, mais on suggère justement de prendre la deuxième option,
si vous n'êtes pas intéressé à reprendre la participation de votre père, parce qu'à long terme, ça vous donne plus de liquidité, puis vous n'avez pas besoin de liquidité présentement, comme on a pu le démontrer, vous en avez assez pour payer autant les frais funéraires que l'impôt à payer. Est-ce qu'il y a un impact fiscal par rapport à ça? De... Par rapport à la disposition, par rapport à Construito, à sa participation dans la société en collectif, est-ce qu'il y a un impact dans la déclaration d'impôt? C'est sûr que l'impact va être, en fait, au moment que vous recevez les bénéfices que les deux autres associés vous envoient lors de la vente, ça va être un montant qui va être inclus à votre revenu. Donc, vous allez devoir vous imposer sur ce montant-là. La période de question est terminée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.